On constate en pratique que, du fait de l'imprécision des textes, les praticiens ont étendu le champ de ce règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur des CSE, on trouve dorénavant le rappel des dispositions imperatives légales, des précisions sur les accords sur ce que prévoient les accords de fonctionnement du CSE, voire même, dans certains cas, un condensé, un rappel de l'ensemble des règles qui sont applicables au CSE. Le règlement intérieur devient un modèle, un acte central du fonctionnement du CSE. Faut faire attention à ce que ce contenu ne soit pas étendu à l'extrême ou à l'inverse appauvri, parce que le chef d'entreprise qui laisserait passer des dispositions dans un règlement intérieur qui serait au-delà des compétences naturelles du CSE serait obligé d'engager des contentieux pour faire annuler les clauses qui lui paraîtraient illicites. En pratique, la détermination du nombre de réunions à organiser au sein du CSE ne dépend pas uniquement de l'effectif de l'entreprise. On constate que certains partenaires sociaux ont voulu aller plus loin que les simples réunions programmées ou exceptionnelles qui peuvent être convoquées à la majorité des membres présents du CSE ou en cas de circonstances grave dans l'entreprise. La fixation du nombre de réunions dépend des pratiques des entreprises, notamment issues des anciennes pratiques des délégués du personnel, où il y avait des réunions plus fréquentes que celles prévues par le Code du travail pour le CSE. Donc on constate une véritable adaptation aux usages de l'entreprise. Certaines entreprises ont voulu formaliser les réunions préparatoires dans l'optique de fluidifier les réunions plénières. Donc on a des accords de mise en place du CSE qui ont fixé un nombre minimal ou maximal de réunions préparatoires, un délai entre les réunions préparatoires et les réunions plénières. Donc on a vraiment une multitude de choix et c'est aux praticiens d'arrêter ces pratiques en fonction des objectifs qu'ils s'assignent et des contraintes qu'ils identifient. Alors, les participants en réunion du CSE doivent être recherchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise, on constate qu'au-delà des personnes légalement prévues par les textes, certaines entreprises ont souhaité associer systématiquement ou ponctuellement les suppléants. Pourquoi? Pour essayer de les investir dans leur mission et de leur permettre d'être le plus efficace possible quand ils remplacent un titulaire éventuellement au pied levé, de savoir de quoi on va parler à la réunion et de quoi on a parlé aux réunions d'avant. D'autres entreprises ont prévu de faire participer aux réunions du CSE des membres, des représentants de proximité. À l'extérieur de l'entreprise, on a des participants obligatoires, notamment lorsque on traite des questions d'hygiène et de sécurité. D'autres entreprises ont également prévu la possibilité de faire participer à ces réunions de CSE des membres de sociétés extérieures appartenant au groupe, notamment dans le cadre d'instances locales. Donc là aussi, la liberté est grande et le choix des acteurs est important. Mais au-delà de la question des participants, se pose aussi en creux la question de la confidentialité des échanges. Parce que plus il y a de participants, plus il est difficile de faire respecter cette confidentialité. Et cette question de la confidentialité se pose aussi avec une acuitance plus élevée actuellement en matière de réunions à distance. À distance, il est beaucoup plus difficile de savoir qui assiste à la réunion. En pratique, il est impossible de savoir qui se trouve derrière un écran lorsque l'on participe à distance à une réunion du CSE.